Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Notre question du jour, comment parler de laïcité et de religion à l'école? Alors qu'une hausse du nombre d'atteintes à la laïcité est recensée à l'école, comment faire pour que le dialogue puisse être possible? On en débat avec nos invités. En deuxième partie de l'émission, on jouera au Monopoly des inégalités. Et oui, ça existe, le concept, prendre conscience des inégalités en France tout en s'amusant. L'initiative vient de l'Observatoire des inégalités. Et puis enfin, vous le savez, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Cette semaine, on n'a pas choisi le thème le plus simple. On leur a demandé ce que représentait l'amour pour eux. Vous allez voir, c'est passionnant. Tout de suite, c'est l'actu en bref et c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Alors, cette fois, c'est la bonne. Ce vendredi, Jean-Michel Blanquer a confirmé que le protocole sanitaire à l'école sera allégé dès le retour des vacances. On va donc passer d'un niveau 3 à un niveau 2, car il y a, je cite, une très nette amélioration de la situation épidémique. Une particularité, ce nouveau protocole s'appliquera à la rentrée des vacances de février, mais de façon décalée, c'est-à-dire zone par zone. On écoute tout de suite le ministre. Nous sommes donc en situation de procéder à des allègements, valable notamment pour l'école primaire, puisque c'est là où nous avions les plus fortes contraintes jusqu'à présent. Ces allègements, je le rappelle, valent pour le retour des vacances scolaires de chacune des zones de France, donc celles qui rentrent le 21 février, le 28 février et le 7 mars. Ce sont des allègements donc conséquents encore une fois, je m'en réjouis parce que ça permet de rejoindre les règles que nous avions pour le second degré, qui était resté au niveau 2 et qui le restera, et qui a eu évidemment moins de perturbations au cours du mois de janvier, notamment parce que nos élèves étant plus vaccinés dans le second degré, nous avions pu nous permettre de rester à ce niveau 2. Alors, le ministre parle d'allègements conséquents. Quels sont ces changements, justement? Alors Virginie, premièrement, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur pour les élèves et le personnel. Les cours de PS pourront à nouveau se faire en intérieur et également sans masque. Autre changement, le passage de 3 autotests à un seul autotest pour les enfants cas contact. Celui-ci se fera à J+2. Et puis, ce sera également la fin des fameuses attestations sur l'honneur qui ne seront plus exigées lorsque les enfants devront réaliser un test. Ah oui, franchement, les attestations sur l'honneur, c'était devenu un casse-tête absolu, à la fois pour les parents, mais aussi pour le personnel des écoles. Effectivement, et ce vendredi sur Europe 1, Sophie Vénétité du SNES FSU expliquait justement comment ce document régulièrement falsifié était devenu une charge lourde pour les surveillants. Parfois, ils reviennent avec une attestation sur l'honneur alors qu'ils n'ont pas fait les tests. Ça entraîne aussi beaucoup de travail, notamment pour les surveillants qui sont chargés souvent de vérifier ces attestations. Donc là, aujourd'hui, on voit bien que ça n'a plus vraiment de sens et que c'est surtout une charge de travail très importante pour les surveillants. Donc la fin justement de l'attestation sur l'honneur, le nouveau protocole sanitaire qui est enfin allégé, tout ça semble finalement réconcilier le ministre et les enseignants, enfin j'espère. Absolument, absolument. Les syndicats se disent satisfaits par ces mesures, pas que par le fond d'ailleurs, mais aussi par la forme, car cette fois, Jean-Michel Blanquer a réservé la primeur de ces annonces aux professeurs et non à la presse. Enfin, la méthode a changé, s'est réjoui sur France Info Guylaine David, co-secrétaire générale du SNU IPP FSU, avant d'ajouter, je cite, « Il aura fallu 20 mois à ce ministre, mais désormais les personnels sont informés par mail avant qu'ils parlent à la presse. » Alors on a beaucoup parlé de ce lycée, le lycée Henri IV à Paris. Un professeur de ce lycée a été mis à pied. Oui, suspecté d'agression sexuelle, ce professeur de lettres âgé de 52 ans aurait contraint une victime à accepter des rapports sexuels non consentis. D'après une information du Figaro, 3 anciens élèves ont alerté la direction de l'établissement qui a pris la décision avec le rectorat de Paris et l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de suspendre l'enseignant pour une durée de 4 mois, tandis qu'une enquête est actuellement en cours. Sans transition, on termine avec la refonte du système d'affectation des collégiens au lycée qui ne fait pas l'unanimité. L'an dernier, l'Académie a effectué des changements au sein d'Affelnet, la plateforme internet sur laquelle les collégiens de fin de 3e doivent se rendre pour exprimer leurs vœux, un peu comme Parcoursup pour les terminales. Si le bilan s'avère positif du côté de l'Académie, pour bon nombre de parents d'élèves, la réalité serait bien moins réjouissante. La réforme d'Affelnet aurait à leurs yeux mis fin à la méritocratie. Merci pour ces infos, Mickaël. À tout à l'heure. Comment parler de laïcité et de religion à l'école? C'est notre question du jour et c'est tout de suite.
Et pour en parler, j'accueille Marine Quenin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée générale d'Enquête, un organisme qui conçoit et diffuse des pédagogies et des outils d'éducation à la laïcité et aux faits religieux. Face à vous, Yanis Roder. Roder, je le dis bien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur agrégé d'histoire. Vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité. On va en parler dans quelques instants. C'est un conseil qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale en 2018. Le but est donc de faire un état des lieux de la laïcité à l'école pour ensuite pouvoir exercer une mission de conseil sur les méthodes et les pédagogies. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bon, c'est bien cela. Tout est bon. Selon un sondage IFOP réalisé 3 mois après la décapitation du professeur Samuel Paty en octobre 2020, près d'un prof sur 2 disait s'être déjà auto-censuré dans ses enseignements autour des questions religieuses pour éviter de possibles incidents en classe. Est-ce que la laïcité va mal dans notre pays? Je sais que la question paraît un peu basique, mais j'ai vraiment envie de comprendre. Ça va mal? Ça va mal. Marine Quenin. J'aurais du mal à répondre de façon macro, mais en tout cas dans... La relation qu'on peut avoir avec les enseignants, il y a certes des inquiétudes, mais une capacité à s'en saisir pour peu qu'ils soient accompagnés et outillés. Oui, alors on sent tout de suite le besoin d'être accompagné effectivement par le ministère, par l'État, par qui? Par des acteurs qui, à la fois institutionnels ou aussi associatifs comme nous, qui ont une expérience de terrain et qui peuvent répondre aux questions que les enseignants se posent au quotidien dans leur pédagogie. Parce que vous les sentez complètement démunis, les profs? Ou en tout cas perdus, isolés? Non, je ne vais pas jusque-là, parce qu'il y en a plein qui font des choses et qui font des choses très bien. En revanche, de pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire, dans quel cadre, comment le faire en cohérence avec les programmes et en accompagner les enfants pour qu'ils développent une forme de relation réfléchie à ces sujets, oui, les questions se posent. La laïcité, ça va mal dans notre pays ou pas? Non, je ne dirais pas que la laïcité, ça va mal. En revanche, ce que je dirais, c'est que on ne s'est plus interrogé sur la laïcité depuis des décennies, comme si elle avait été une évidence, en fait. Or, on s'aperçoit qu'elle n'est plus une évidence. Il suffit de regarder les derniers sondages pour les jeunes, ceux qui portent sur les jeunes. Le sondage que vous avez cité, qui est IFOP, de la Fondation Jean Jaurès. Oui. Voilà, c'est moi qui l'ai dirigé. Donc, voilà, nous montrons à travers ce sondage, mais d'autres sondages le montrent également, qu'effectivement, il y a un vrai questionnement sur la laïcité, et on se rend compte que beaucoup de fonctionnaires, et notamment chez les jeunes fonctionnaires, sont un petit peu en mal d'explication, ont un petit peu de difficultés à expliquer ce qu'est la laïcité et quels sont aussi les objectifs que poursuit la République en étant laïque. Alors justement, c'est quand même étrange d'arriver à ça. Comment on peut se retrouver dans une situation où c'est compliqué d'évoquer finalement une loi qui date d'il y a fort longtemps, quelque chose qui est appliqué depuis des décennies, dont nos arrière-grands-parents, grands-parents, parents ont parlé pendant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous avez la loi. Et la loi, tout le monde peut la lire, ça c'est pas très compliqué. Et vous avez l'esprit de la loi. Et je me permettrai de rappeler que l'école a été laïque avant la République, puisque l'école elle est laïque en 1882, la République elle est laïque en 1905. Donc vous avez là un vrai questionnement sur en fait les enjeux de la laïcité, parce que la loi, elle dit les choses très clairement d'un point de vue juridique, mais elle ne dit pas le pourquoi en fait. Or, ce qui manque à beaucoup d'enseignants aujourd'hui sur le terrain, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi l'école est laïque et quels sont les objectifs que poursuit l'école laïque. Et pour cela, il y a un gros effort de formation à faire qui est en train d'être fait par le ministère. Alors justement, j'évoquais Samuel Paty à l'instant. Sa mort a été un immense choc, évidemment, pour nous tous, pour tout le pays, pour les profs en particulier, évidemment. C'est un immense coup porté à la laïcité, à notre liberté, à la République. Bien sûr, il y a beaucoup de menaces de mort qui sont proférées aujourd'hui aussi vis-à-vis des journalistes. On l'a vu avec le fameux reportage sur M6 qui a valu des menaces de mort à Ophélie Meunier et à toute la rédaction. C'est compliqué de parler de religion aujourd'hui, en France évidemment, mais à l'école en particulier, puisqu'on est sur School TV et dans le Grand JT de l'Éducation, on va s'intéresser précisément à ce qui se passe à l'école. Est-ce qu'on s'est remis en question au ministère de l'Éducation ? Je ne crois pas que le ministère de l'Éducation avait besoin de se remettre en question. Non, sur ces questions-là. Je crois qu'il y a une vraie question à aborder, qui est la question, puisqu'on parle de la question de la religion, de l'enseignement du laïque, du fait religieux. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une grande ignorance du fait religieux et de l'histoire des religions et des messages des religions dans notre société. Et dans notre société qui est largement sécularisée aujourd'hui, même si une minorité de Français réinvestit le champ religieux,
très massivement, les Français sont très sécularisés et s'éloignent de plus en plus de la religion. Donc il y a un besoin de connaître et de savoir, en fait. Et c'est là-dessus que le ministère réfléchit encore aujourd'hui. Mais vous distinguez les deux, en fait, vous distinguez faits religieux et histoire. Pourtant, on a l'impression que les deux peuvent être mêlés, non? Les deux sont mêlés. Quand je parle de faits religieux, on parle aussi de faits historiques religieux, qui touchent à l'histoire des religions. Mais au-delà de l'histoire des religions, c'est aussi ce que nous disent les religions dans le message qu'elles veulent faire passer. Je pense que cela aussi est d'un point de vue uniquement factuel, événementiel, on doit expliquer ce qu'est la vision du monde de telle et telle religion. Je pense que c'est intéressant pour comprendre aussi ce qui nous arrive un peu aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment aux profs de s'impliquer dans l'éducation à la laïcité, Marine Quenin? En tout cas, je trouve que l'articulation, parce que vous évoquez l'enseignement des faits religieux et l'éducation à la laïcité, elle fait sens. C'est-à-dire apprendre à parler du religieux dans le champ qui est celui de l'école, qui est celui de l'apport de connaissances, permet d'amener les enfants à une compréhension à la fois concrète et une forme d'adhésion à la laïcité. Si je m'explique, c'est que aborder les religions, par le biais des connaissances, permet, si on travaille la distinction entre savoir et croire, comprendre comment le savoir se construit, à quelles questions il répond, ce que c'est que le croire, qui ne relève pas de la démonstration, qui donc n'est pas nécessairement partagé par tous. La relation à la pluralité des convictions, comprendre qu'il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas en un seul Dieu, en plusieurs dieux, il y a des athées, il y a des agnostiques, et aussi la question de leur diversité interne, c'est-à-dire que à la fois le juif, le musulman ou l'athée n'existent pas, mais aussi si les enfants ont une conviction, le rapport à l'autre de la même conviction en lui expliquant t'es pas un bon je sais pas quoi parce que tu fais pas je sais pas quoi, n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, passer par cet abord des faits religieux dans le champ des connaissances, ça arrive assez naturellement à une compréhension concrète de la laïcité. Alors, si je peux essayer de vulgariser, c'est-à-dire qu'en fait, connaître, savoir, se cultiver, permet aussi aux enfants, et d'ailleurs au reste du peuple en général, et des Français, de pouvoir mieux comprendre une religion. En tout cas, de mettre une forme, pour les individus, à titre individuel, de mettre une forme de distanciation entre ses convictions et soi-même, ce qui ne veut pas dire les renier ou les... Ses convictions, ses croyances, pour ceux qui nous regardent, et de comprendre que on a peut-être des convictions très importantes pour soi en ce qu'elles donnent du sens au monde, ce que vous dites, ce qu'elles racontent, où est-ce qu'elles mettent du sens, ce qu'elles donnent comme souffle potentiel, mais que potentiellement on ne sera jamais d'accord avec son voisin sur cette question extrêmement importante et qu'on ne pourra pas lui démontrer ni qu'il a tort, ni qu'on a raison. Et donc, passer par cet enseignement des faits religieux, on va parler concrètement des religions, vous amène assez naturellement à la question à la fois de la liberté de conscience et de la question de la liberté de culte aussi. Et donc, une compréhension concrète de ce que ça implique dans le quotidien et notamment à l'école. Bien sûr, vous êtes d'accord, Yanis ? Oui, mais j'ajouterais qu'il est très important, avec l'enseignement des laïcs, et j'insiste, des faits religieux, de faire l'histoire de la laïcité. C'est-à-dire, pourquoi notre école... Alors attendez, je recommence, parce que je vais être bien clair. Pourquoi on dit l'enseignement des faits religieux de la laïcité ? Non, l'enseignement laïque des faits religieux, l'enseignement laïque. Et l'enseignement de l'histoire de la laïcité. Voilà, c'est deux choses totalement distinctes. Ce sont deux choses distinctes. Mais qui se rejoignent évidemment. Mais... Alors, qui se rejoignent, oui et non. Parce que l'histoire, moi ce qui me semble très important, c'est de faire comprendre à nos élèves pourquoi la France est laïque aujourd'hui, pourquoi la République est laïque, et d'où vient justement cette laïcité. Si moi j'étais un enfant de 11 ans, vous me diriez quoi ? Que c'est une longue histoire et que je vais vous la raconter. Et je vais vous la raconter, je vais vous expliquer pourquoi notre République est laïque et pourquoi c'est très important et en quoi finalement c'est spécifique à l'histoire de France. Non pas la laïcité, mais notre histoire de la laïcité. Et en partant notamment des guerres de religion pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. En passant par la Révolution française, en expliquant que seul le catholicisme, d'un point de vue juridique, avait droit d'existence avant la Révolution française, que la laïcité, la naissance progressive et l'affirmation progressive de la laïcité, c'est d'abord la liberté, et la liberté notamment pour les minorités religieuses, d'exister et d'avoir le droit de pratiquer son culte, mais c'est aussi la liberté de conscience, vous l'avez dit, de croire, de ne pas croire et de changer de religion, très important. Donc comment tout cela se met en place au fil du temps et faire comprendre que la laïcité, c'est une immense liberté qui nous est offerte. C'est ça qui est extrêmement important. Et ils comprennent, les enfants, enfin les collégiens, ils comprennent cette notion de liberté ? Tout à fait. Quelles sont les réactions, vraiment les réactions de base que vous avez ou les questions classiques à l'école ? Les questions classiques, vous savez, tant qu'ils n'ont pas travaillé sur la laïcité peut être vue négativement. C'est-à-dire la laïcité, c'est d'abord des interdits. Et parce que oui, c'est considéré comme un renoncement, en fait. Ils le vivent d'abord comme ça. C'est-à-dire on n'a pas le droit de porter un signe ostensible.
religieux. C'est ce qu'ils pensent. Oui, c'est ce qu'ils pensent, par exemple. Et donc ça vient, c'est cette idée que la laïcité serait d'abord des interdits. Et donc il faut renverser la chose, renverser le prisme, et leur expliquer justement, en ancrant la laïcité dans une histoire, en lui donnant une mise en perspective, en lui offrant une mise en perspective, montrer en quoi la laïcité, justement, c'est cette liberté. Et puis, c'est cette liberté d'un point de vue sociétal, du point de vue social au niveau de la société, mais c'est aussi d'un point de vue de la liberté individuelle. C'est-à-dire expliquer aux enfants qu'ils sont déterminés. Et je leur demande, si vous croyez en Dieu, pourquoi vous croyez en Dieu? Et les élèves vous le disent, ils disent parce que mes parents croient. Et oui, c'est ça. Et pourquoi tu ne crois pas? Il y a la culture familiale. Voilà, la transmission familiale. Et pourquoi tu ne crois pas? Parce que mes parents ne croient pas. Bien. Est-ce que ça, c'est être libre de pratiquer une religion que nos parents pratiquaient? On peut se poser la question. Mais alors, est-ce que vous n'avez pas des parents, justement, qui réagissent par rapport à ça? Ça doit être compliqué. Non, Marine, vous n'êtes pas d'accord? Non, je me disais, quand vous parliez des collégiens tout à l'heure, et moi je remonte. Enfin, nous, on travaille essentiellement à l'école, et je pense qu'il ne faut pas attendre le collège pour aborder ces questions. À l'école, donc, vous dites primaire? Élémentaire, oui, parce que les enfants posent beaucoup de questions sur ces sujets qui les passionnent, pour peu qu'on les accompagne dans la réflexion, en fait. Et cette articulation, en fait, de laïcité à la fois comme objet d'enseignement, c'est-à-dire refaire l'histoire et puis du juridique aussi. Les enfants peuvent comprendre, si on simplifie la loi, ce que la loi dit sur ces questions-là. Et après, il y a cette compréhension intellectuelle, rationnelle, et il y a la question d'en percevoir l'intérêt, enfin d'y adhérer. Et c'est là où j'articule, j'insiste un peu, mais cet enseignement des faits religieux est particulièrement opérant pour leur faire comprendre l'intérêt de ce principe de laïcité, finalement sans presque même nommer le principe de laïcité. Parce que oui, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est valable dans tout dans la vie, finalement. Cette histoire, en fait, c'est de leur apprendre à gérer démocratiquement à des désaccords profonds. Donc, c'est fongible sur d'autres sujets de société, sur un sujet qui est vraiment particulier, quelque chose qui est à la fois une transmission familiale et un facteur de sens dans le monde. Mais commencer petit, et cette articulation, à mon avis, elle est essentielle. Et on passe aussi par de l'histoire de la laïcité. Mais Yanis? Oui, avec une dimension qui est quand même très importante. C'est la dimension qu'offre la laïcité de la possibilité, je dis bien de la possibilité de l'émancipation. C'est-à-dire, la laïcité voulue par la République et voulue par Jules Ferry, c'est la possibilité de se dégager des déterminismes qui sont les nôtres, et notamment de ces déterminismes culturels, religieux, sociaux, on en rêve. Mais cette idée que finalement, on arrive à l'école déterminé par nos familles, par notre héritage. Et à l'école, on laisse tout ça de côté. Et on se construit pendant 15 ans que dure l'école. 15 ans que dure l'école. Et on finit par, en tout cas c'est l'objectif, penser par soi-même. Et penser par soi-même, c'est s'émanciper. C'est être capable de s'élever justement intellectuellement. Et de dire, voilà, j'ai été déterminé dans cette famille par ça. J'ai découvert plein de choses. On ne m'a rien imposé parce que l'école ne demande pas l'adhésion. Elle propose. Et maintenant, je suis capable de me déterminer par moi-même. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'entre 8h30 et 4h30, les enfants, si j'en crois vous dire, adhèrent à cela, à cette liberté, à ce principe de liberté, et tant mieux. Mais est-ce que de retour à la maison, on n'a pas cet effet contradictoire pour certains? Ils sont libres de le faire s'ils veulent. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais ils ne sont pas à l'encontre de cette liberté-là. Malheureusement, ils n'ont pas forcément cette possibilité d'être libres dans leur réflexion. Alors, justement, c'est ce qu'offre l'école sur 15 ans. C'est un long cheminement intellectuel que nous leur proposons, que l'école leur propose. Ils en font ce qu'ils veulent. Et si au bout de 15 ans d'école, ils décident de garder ces attachements premiers qui étaient les leurs, c'est leur liberté, c'est leur droit le plus strict. Mais l'école leur a proposé autre chose, quelque chose qu'ils n'auraient pas vu dans leur famille et auquel ils n'auraient pas eu accès. C'est ça qui est important. Alors ça, c'est effectivement dans un monde magique, pardon Marine Cana, mais dans un monde magique, la réalité du quotidien, c'est quoi? Des parents. Oui, j'adhère à cette question d'émancipation. Après, il y a à prendre en compte des potentiels conflits de loyauté chez les enfants et un accompagnement qui va être aussi... On va faire attention d'abord parce que l'école n'a rien imposé pour ou contre la religion, elle n'a pas ni à défendre ni à combattre. En revanche, il y a un accompagnement d'ouverture pour voir d'autres choses. Notamment chez les petits, c'est ouvrir, en fait, déjà pour commencer, et leur dire qu'il y a des choses différentes qui peuvent exister à côté. La question des parents que vous posiez tout à l'heure, qui est du coup liée à ça, c'est souvent, nous, pour les enseignants de premier degré, une première inquiétude qu'ils ont. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais commencer à enseigner ces sujets-là à l'école? Les parents vont débarquer en m'expliquant, mais d'où vous parlez de religion à l'école alors que
Elle est censée être laïque, donc c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est à la maison. En revanche, quand vous prenez le temps d'expliquer ce que c'est, et surtout ce que c'est pas, l'enseignement des faits religieux n'est pas un enseignement prosélyte, il n'a pas pour vocation de faire changer, de convertir les enfants, il est sur de la compréhension, on va parler des différentes convictions religieuses et non religieuses avec respect, avec essayer de comprendre. Parce que c'est culturel en fait. Oui, c'est culturel, pas du prosélytisme. c'est connaissance, c'est de l'ouverture, c'est aussi comprendre, encore une fois, je remets le main dessus, qu'on peut être en radical désaccord avec son voisin, qui va croire différent et que ça peut être extrêmement heurtant. En revanche, d'en prendre compte dans une société diverse, et en fait, dans tous les endroits où on intervient, et dans des villes extrêmement différentes en termes de couleurs et sociologiques et politiques et culturelles et religieuses, on n'a pas de problème avec les parents. Enfin, c'est marginal. Et avec les enfants ? Est-ce que vous avez des enfants qui réagissent mal ? Oui, il peut y avoir des tensions. Mais enfin, vous arrivez à nouer un dialogue, vous arrivez à en parler, à pouvoir créer. Et parfois il peut y avoir des propos un peu violents, voire parfois un peu choquants. En revanche, l'idée c'est de. Vous avez deux options, soit vous dites t'as pas le droit de dire ça et stop, soit vous dites C'est ce que vous ne faites pas, j'imagine. Non, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se taire et ils vont continuer dans la cour d'école et on n'aura rien fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on valide ce qui est dit. En revanche, de pouvoir accompagner pour aider à réfléchir. En fait, ce dont on se rend compte c'est que les enfants qui sont les plus virulents dans leurs propos sur les premières séances sont ceux qu'on accompagne le plus vite. En fait, ceux qui s'expriment, ils ont déjà fait un bout de chemin. Et oui, forcément. La parole s'est déliée. Et ça fonctionne à partir du moment où ils comprennent que vous êtes là pour réfléchir avec eux et que vous parlez à leur tête, que vous n'êtes pas là pour leur dire que ce qu'ils croient est faux ou ce qui... En revanche, il y a des formes de respect de l'autre et de la parole de l'autre, mais qu'on peut les accompagner dans une réflexion, ils adhèrent vraiment. Hein. Mais alors justement, parler, c'est formidable et vous êtes là tous les deux pour le dire aujourd'hui, sauf qu'on voit que malheureusement, les atteintes à la laïcité sont de plus en plus nombreuses. 614 cas ont été recensés à l'école. C'est plus qu'en décembre, je disais 614 cas entre septembre et novembre 2021. Et je notais entre décembre et mars 2021, décembre 2020 et mars 2021, beaucoup moins. Donc les choses manifestement empirent. C'est justement parce qu'on n'en parle plus, c'est-à-dire que le fait de libérer la parole, ça amène aussi, ça crée plus de complications ? C'est difficile de répondre à cela. Parce que, d'abord, ne remonte que ce qui veut bien remonter. Ces chiffres ne relèvent pas d'un sondage, mais de ce qui est signalé. Et beaucoup de choses ne sont pas signalées. Beaucoup de choses sont réglées dans les classes par les professeurs eux-mêmes, qui savent le faire, et ne sont même pas signalées au chef d'établissement, à la hiérarchie directe, et donc remontent encore moins au ministère. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je crois aussi que le ministère actuel a encouragé cette politique du signalement. Et donc, on signale, je crois, quand même davantage qu'avant les incidents avec des procédures qui ont été simplifiées, qui sont rapides et qui permettent directement de signaler pour faire intervenir, le cas échéant, si besoin il y a, l'équipe Valeurs de la République du rectorat et qui vient donc en soutien aux professeurs ou à l'équipe éducative. Mais Samuel Paty l'avait signalé avant ? Oui, il avait signalé avant et effectivement, malheureusement... ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. L'affaire Samuel Paty a posé beaucoup de questions, pose encore beaucoup de questions quant aux réponses à apporter à ce genre de situation. Voilà, mais en tout cas, c'est malheureusement une histoire, je crois, paradigmatique de la situation dans laquelle peuvent, d'un point de vue... peuvent se retrouver des enseignants... dans la pire extrémité qui soit. Mais je comprends toutes ces mesures qui sont mises en place. Je vois bien que ça évolue depuis 50 ans. Il y a des tas de choses qui ont été faites, mais manifestement, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance encore ? On parle, on discute et surtout, on enseigne. Vous savez... Vous avez encore des profs qui sont un peu réfractaires à ça ? Parce que c'est difficile pour certains profs qui sont un peu old school, peut-être. C'est pas tant les profs qui sont old school que des profs qui peuvent être, parfois, ça arrive, une très petite minorité, mais ça arrive, des profs qui sont militants, et qui sont militants en pensant que la laïcité est instrumentalisée à l'encontre de minorités religieuses, notamment musulmanes, et qui vont donc s'opposer, je l'ai vu et vécu il n'y a pas si longtemps que ça, à des formations proposées par le rectorat, pensant que c'est une espèce de discours venu d'en haut, la doxa qu'il faudrait adopter. Ça veut dire que la religion serait au-dessus de la République pour certains ? Écoutez, il y a un syndicat dans le 93, par exemple, qui vous explique que la loi de 2004, la loi du 15 mars 2004, qui interdit le port de signes ostensibles, est une loi sexiste et raciste.
Alors qu'on pourrait imaginer tout à fait le contraire. Mais c'est exactement le contraire. C'est ce qu'a montré l'économiste Éric Morin dans un essai récemment, dans une étude où il explique que la loi de 2004 a permis l'élévation scolaire et sociale des jeunes filles issues de familles musulmanes. C'est donc tout le contraire du sexisme et tout le contraire du racisme. Mais là, on parle de prise de position, encore une fois très minoritaire, de gens qui sont dans l'idéologie et qui donc posent problème en termes de formation parce qu'ils les refusent. Et il peut y avoir ces mêmes militants aussi sur le plan politique ou autre, j'imagine, du côté des profs. Ce sont les mêmes, en fait. Ce sont les mêmes qu'on retrouve. Ce sont des militants syndicaux d'un syndicat très minoritaire, mais qui existent. Alors, il y a une partie, ça d'accord, j'entends. Et puis, il y a peut-être certains profs aussi, je ne sais pas si c'est une question, hein, mais qui ont peut-être des vieux réflexes, peut-être des positions un peu compliquées. Est-ce que c'est compliqué de se retrouver dans une situation d'enseignement des faits religieux quand on est professeur d'histoire? Je ne sais pas. Comment on fait? Oui, c'est compliqué. Enfin, c'est un sujet socialement extrêmement sensible. Parce que vous avez pris position, vous vous êtes engagé vous-même justement pour pouvoir défendre cette laïcité. Vous êtes là aujourd'hui pour en parler. Donc vous avez déjà fait un chemin énorme. Mais je pense que pour peut-être certains professeurs d'histoire-géographie qui sont certes de très bons professeurs, c'est pas le sujet, mais peut-être qu'ils ont encore cette logique classique qu'ils ont apprise il y a 40 ans ou autre et qui n'arrivent pas. Qu'est-ce que vous entendez par logique? Non, logique, pardon, dans le sens dans un enseignement qui reste traditionnel et qui est compliqué pour eux de moduler... D'ouvrir la parole, vous voulez dire, c'est ça? Moi, je ne crois pas trop à ça, en fait. Non, moi, je ne crois pas trop à ça. Je vois que les enseignants, d'une manière générale, s'adaptent, évoluent, réfléchissent sur leurs pratiques d'une manière générale et parfois collectivement, et donc font évoluer leurs pratiques pédagogiques. Je ne pense pas qu'on enseigne aujourd'hui comme on enseignait il y a 40 ans. Et même si, je ne suis pas un tout jeune prof, mais j'enseigne pas moi non plus comme j'enseignais quand j'ai débuté il y a 20 ans. Donc, on évolue, on change. Qu'est-ce qui a évolué, justement, alors, dans votre enseignement? D'abord, on apprend des nouvelles techniques pédagogiques, on apprend à peut-être être parfois moins vertical quand il faut être moins vertical, à diversifier les activités. Donc tous les profs apprennent ça en réalité et sont capables d'adapter leur pratique pédagogique et même leur discours. Donc travailler sur la laïcité, c'est vrai qu'on n'avait pas il y a 20 ans l'habitude de le faire de manière un peu appuyée. On le fait plus aujourd'hui, on a réfléchi à de nouvelles stratégies et on les met en œuvre et je crois que ça peut tout à fait fonctionner. Oui, puis j'ajouterais qu'il y a une question, enfin il y a une clarification à avoir qui n'est pas toujours évidente, qui est celle de comment, moi, en tant qu'enseignant dans l'enseignement public et donc tenu à la neutralité de par la loi, je peux aborder ces sujets-là en cohérence avec là où je suis. Et donc, comment je peux le faire sans me mettre en danger, sans avoir à dire ce que je crois ou ce que je ne crois pas, et comment je peux m'intégrer dans des objectifs pédagogiques et de programme de façon pertinente. Et ça, ce n'est pas toujours évident, en fait, comment j'aborde ce sujet dans ma classe. Mais en fait, il y a globalement une grande envie, moi je trouve, de le faire chez les enseignants qu'on rencontre, des inquiétudes mais qui pour un grand nombre sont assez facilement levables, je trouve, pour peu qu'on réfléchisse ensemble et qu'on voit comment ça s'articule de façon cohérente à leur pédagogie. Il y a un plan de formation justement qui est en route, comment ça se passe? Bien. Racontez-moi. Très bien. Non, c'est un plan de formation. Vous m'auriez pas dit pas bien de toute façon. Non, c'est un plan de formation qui a été voulu par le ministre lui-même à la suite du rapport qui a été fait par l'ancien inspecteur général Jean-Pierre Aubin, qui a pour but de former 1100 formateurs sur l'ensemble du territoire français, qui eux-mêmes iront former au plus près, c'est-à-dire dans les établissements, les écoles et les bassins d'écoles. 1100, une formation qui dure combien de temps? Qui dure 10 jours, mais étalée sur 2 ans en bien fait, sûr. Parce qu'il faut quand même que les profs soient devant leurs élèves. Qui dure 10 jours, qui doit former ses enseignants à toutes les questions autour de la laïcité et c'est tout ce qui a à faire à la laïcité, et qui en fera des éléments à la fois moteurs en termes de formation, mais des référents aussi dans leurs académies, et qui vont donc aller alimenter ces équipes valeurs de la République qui sont déjà à l'œuvre sur le terrain. Merci à tous les deux. J'aurais pu encore vous poser 10 000 questions, vous le savez. C'est un sujet qui me passionne. J'espère que vous reviendrez sur School TV. Avec grand plaisir. Marine Quenin, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes déléguée générale d'Enquête, donc l'organisme qui conçoit et diffuse des pédagogies et des outils d'éducation à la laïcité et aux faits religieux. Yanis Roeder, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et membre du Conseil des sages de la laïcité. Regardez sur le site internet, c'est très intéressant. Vous allez apprendre plein de choses. Restez avec nous. Juste après la pub, on jouera au Monopoly, et oui, mais pas n'importe lequel, c'est un Monopoly des inégalités pour sensibiliser les enfants aux injustices. À tout de suite.
De retour sur le plateau du Grand JT, toujours avec Mickaël Dorian, et on accueille Constance Monnier. Ravie de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes venue en plus équipée, Constance, avec le Monopoly, toute notre enfance. À Mickaël et à moi, vous êtes chef de projet à l'Observatoire des inégalités. L'organisme a créé un Monopoly justement spécial des inégalités avec une fameuse boîte à outils qui est une extension en fait du Monopoly classique. Je veux juste préciser en fait que vous êtes un organisme indépendant, hein. C'est très important, que votre comité est composé d'économistes, de sociologues, de philosophes et de juristes. Alors les inégalités, c'est comme les problèmes de religion, ça a toujours existé, on en a parlé en première partie d'émission. Pourquoi avoir créé justement cet organisme des inégalités et puis cette extension du Monopoly ? Alors, on a créé l'Observatoire des inégalités il y a déjà 20 ans. C'était juste après les élections de 2002, en partant du constat que les inégalités étaient souvent oubliées du débat politique. Donc, on a voulu mettre en avant cette question-là. Et on a décliné notre action de sensibilisation auprès des plus jeunes. Depuis 10 ans, on crée des outils pédagogiques pour parler des inégalités avec les 11-25 ans. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé ce Monopoly des inégalités. Alors, vous allez tout de suite comprendre, hein, il y a un récap en bref, il est hyper clair. En 2 secondes, vous avez compris l'idée générale. Beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme et surtout beaucoup d'inégalités qui sont expliquées là très clairement. Top départ, le personnage homme blanc le plus riche commence la partie. Ça pose. Ça représente le cumul des inégalités qu'on peut constater dans la société. Certaines personnes vont partir plus privilégiées que d'autres dans la vraie vie. Et donc, on l'a représenté directement dans le jeu dès le top départ. Femmes, hommes. Les femmes touchent un salaire plus faible que les hommes en passant par la case départ. C'est bon, ça aussi. Pour le moment, je commence la partie. Hein. C'est juste. Alors, je propose qu'on joue d'ailleurs pendant que je raconte ça. Vous nous distribuez des cartes, c'est ça ? C'est ça. L'idée, c'est qu'on va tout jouer avec un personnage pour justement mettre un petit peu de distance par rapport à notre vécu personnel. Et donc, je vous distribue 3 personnages. Au total, on en a. Je peux dire 10. Je peux dire qui on est ? Bien sûr. Alors, vous êtes quoi, Mickaël ? Moi, je suis Sarah, une femme de 32 ans, de catégorie B. Très bien. Et moi, je suis Aurel, homme de 55 ans, catégorie A. Je touche un salaire de 300 €, j'ai un patrimoine de 2000 €. Et vous touchez un salaire de... Mon salaire est de 120 € et j'ai un patrimoine de 1000 €. Ben oui, forcément, vous êtes une femme. Je suis une femme. Ben voilà, donc c'est très clair, en fait. Hein. Oui, exactement. Et puis, c'est par rapport aux catégories. Donc, ça représente grossièrement les classes sociales. Vous avez aussi un patrimoine immobilier, c'est-à-dire que en fonction de votre personnage, vous allez commencer directement avec des maisons. Donc en catégorie A, vous avez directement 2 maisons. Et en catégorie B, 1 maison. Moi, je suis en catégorie C. Je n'ai pas de patrimoine immobilier. Et en plus de ça, je vais jouer uniquement avec un seul dé pendant la partie. Donc je vais avancer beaucoup moins vite. Je commence plus bas et je vais avancer moins vite pendant la partie. Alors évidemment, pour ceux qui nous regardent, je rappelle que c'est caricatural et c'est volontairement caricatural. Évidemment que tous les hommes blancs ne sont pas tous méchants et qui ne sont pas tous affreux et qui ne gagnent pas tous beaucoup d'argent dès le départ. Mais c'est une réalité quand même de vie, on l'a vu, on l'a constaté dans les inégalités sociales et économiques. Oui, et puis c'est aussi pour ça, pour rebondir, parce que c'est un point en effet important, mais c'est aussi pour ça qu'on a créé d'autres cartes personnages. Il y a 10 personnages au total et on se rend bien compte que ce n'est pas la couleur de peau et c'est pas le sexe qui fait notre niveau de vie, on va dire, ou notre niveau de richesse. Mais enfin, il y a quand même la fameuse case aller en prison. On est tous passés par la case prison, surtout vous, Mickaël. Oui, je vous remercie. Oui, vos parents me l'ont dit. À vos marques, partez, justement, prêt, papier. Voilà. Lorsque les personnages Mohamed et Lucas passent normalement sans s'arrêter par la case aller en prison, ils doivent s'arrêter pour un contrôle de police. Ils ne vont pas en prison, mais ils doivent attendre le prochain tour pour rejouer. Oui, ça représente la réalité du contrôle au faciès. Chacune des règles qu'on a créées s'appuie sur des données pour objectiver justement, même si c'est caricatural, ça reste basé sur des données chiffrées. Et donc ça, c'est des données issues d'une enquête du Défenseur des droits qui montre qu'on a 5 fois plus de risques d'être contrôlé fréquemment par la police quand on est un jeune homme perçu comme noir ou arabe dans l'espace public. Donc, voilà, chacune des règles qu'on a créées peut paraître très injuste ou caricaturale, mais au final, quand on regarde les données, elles représentent plutôt bien la réalité. Et bien sûr, on joue et en même temps on discute. C'est possible ça ? Bien sûr. Allez, qui commence ? Eh bien, c'est Aurel, parce que vous êtes... Ah bah oui, je suis homme blanc. Voilà. Depuis 50 ans, c'est moi qui commence. Et donc j'ai 2 dés. Parce que si j'avais pas j'étais en catégorie C, par exemple, je n'aurais qu'un dé pour pouvoir jouer. Exactement. Là, j'ai double chance, en fait. Exactement. Ok, donc moi, je fais 5. Vous êtes le T-Rex ?
5, moi je vais Gare Montparnasse. J'achète la gare. Alors, c'est vous ça? ne pouvez pas acheter la gare. Dans notre Monopoly, on considère que les gares n'appartiennent à personne et tout le monde en même temps, donc on ne peut pas les acheter. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer entre gares. Ça tombe bien pour une gare. Exactement, oui. Entre les gares. Par contre, il y a certains personnages qui ne vont pas pouvoir se déplacer, notamment Sarah, puisque Sarah, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle est en situation de handicap. Ah oui, je n'avais pas remarqué, d'accord. Et oui, c'est aussi. Oui, il y a le petit logo en bas. Exactement, vous avez un petit pictogramme, et donc vous ne pouvez pas utiliser les gares, puisque les gares du Monopoly des inégalités ne sont pas accessibles. Ça nous permet d'aborder la question de l'accessibilité des espaces publics. Donc là, vous avez au verso du récap les données clés. Et quand on regarde, on se rend compte qu'il y a 20% des principales gares françaises qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ne parlons pas du métro parisien, par exemple. On est sur 3% du métro parisien. Parce qu'il y a effectivement les personnes en situation de handicap, il y a toutes les mamans avec leurs poussettes, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Alors certes, c'est formidable, mais c'est quand même très handicapant de pouvoir avoir une vie normale dans ces conditions. Donc là, on voit bien effectivement que les joueurs, finalement, peu importe leur âge, expérimentent les inégalités quelles qu'elles soient, du point de vue de la mobilité, mais aussi du point de vue social, sur l'homophobie, sur le racisme, sur l'inégalité de revenus. Oui, exactement, avec nos règles de base, parce qu'on a un petit peu modifié le plateau, mais on a aussi intégré des cartes événements qui nous permettent d'aborder d'autres sujets. Je vous laisse regarder. Merci. Qui nous permettent vraiment de découvrir beaucoup d'autres sujets. Il y a 37 cartes au total. La précarité, l'ascension sociale, le diplôme, la nationalité, l'insulte raciste, enfin bref, j'en passe. Là, c'est la rentrée, la grève générale, discrimination à la religion, on repart sur le racisme, la grâce présidentielle, la solidarité, tout quitter. Enfin voilà, effectivement, autant de sujets. C'est très intelligent, hein. Franchement, c'est génial. J'avais une question. Est-ce que vous avez dû demander l'autorisation à Monopoly pour développer cette extension? Bien sûr, le Monopoly appartient à Hasbro. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a fait dès 2017, au tout début du projet. Et ils nous ont donné cette autorisation. Ils nous ont soutenus dans toute la démarche. Donc oui, non, ils sont au courant et impliqués dans le projet. Qu'est-ce que je fais de ma gare Montparnasse, du coup, moi? Vous pouvez décider de vous déplacer. Vous pouvez payer 20 € pour aller à la gare de Lyon, 40 à la deuxième. Ah d'accord, mais je ne peux pas aller sur une autre rue ou une avenue? Que entre gares. D'une gare, vous allez à une autre gare. C'est ce qui paraît plutôt logique. Ok, je vais aller gare de Lyon parce que moi j'aime bien la gare de Lyon. On va jouer avec de l'argent imaginaire puisque je ne vous en ai pas donné. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc ça veut dire que je fais quoi maintenant? Là, votre tour est fini, donc c'est à Sarah de jouer. Ok, alors Sarah. Et je peux me déplacer alors? Quand même. Avec un seul dé ou 2 dés? Non, vous avez 2 dés, mais par contre, vous êtes en situation de handicap, donc vous allez devoir enlever 2 points à chacun de vos lancers de dés. D'accord. Donc là, j'ai fait 12. Ce qui est un très beau chiffre. Donc 8. Donc 8. 10. 2 points, vous m'avez dit 2 points à chaque lancer, à chaque dé? Oui, sur le total. Sur le total, pardon. Donc 8. Vous voulez être quoi? Allez, la petite 10. voiture. Allez. 10. Donc là, vous êtes en visite simple de la prison. Vous rendez visite à votre famille ou vos amis qui... Et donc moi, j'ai pas de contrôle d'identité. Elle va rendre visite à Michael Dorian qui est en prison assez fréquemment. Je voulais dire en début d'émission, en fait. C'est ça. Allez, à vous. Moi, je vais jouer. Donc, je suis Angela en catégorie C. Donc, je n'ai qu'un seul dé pour avancer. Et je fais 4. Donc, je tombe sur... La carte événement. Exactement, donc je vais pouvoir en piocher une. Mal logement, votre logement est de mauvaise qualité, vous payez 200 € de réparation. Cette règle ne s'applique que si vous êtes propriétaire d'un terrain marron ou bleu clair. Donc c'est les terrains qui sont les moins chers. C'est pour représenter la question du mal logement, parce qu'on est quand même dans un pays où certes... Le logement est censé être un droit commun, mais on se rend compte qu'en termes de précarité du logement, il y a énormément de personnes qui sont toujours concernées et c'est des choses sur lesquelles les pouvoirs publics ont du mal à avancer. Donc ça nous permet d'aborder cette question-là avec les plus jeunes. Et ça nous permet aussi, effectivement, en famille ou avec des copains, de pouvoir discuter de tout ça. C'est-à-dire que ça crée des conversations, le Monopoly, j'imagine. Bien sûr. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu pédagogique. On n'a pas essayé de créer un jeu grand public, pas du tout. C'est vraiment un outil pour entamer une discussion avec les joueurs et entre les joueurs. L'idée étant de faire le parallèle avec ce qu'ils vont vivre pendant la partie et la réalité de la société et les amener à réfléchir à ce qui existe dans le jeu pour contrebalancer les inégalités, parce qu'il y a des choses qui existent. On essaye de ne pas être que dans la dénonciation, mais aussi de montrer les choses positives mises en place dans notre société pour lutter contre les inégalités, et réfléchir aussi à d'autres solutions qu'on pourrait
qu'on pourrait créer ou les amener à réfléchir sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas forcément sollicités, par exemple les critères de richesse, les critères de l'échelle des salaires. Pourquoi est-ce que certains métiers vont toucher plus que d'autres? Sur quels critères? Est-ce que toutes les inégalités sont si injustes que ça? Pourquoi on en accepte certaines et pas d'autres? Il y a un chat possible, une application, je ne sais pas, qui permettrait justement, pendant le jeu, de pouvoir répondre en direct, faire des propositions, réfléchir, avoir une communauté avec laquelle on peut échanger? Alors non, on n'a pas... on reste une petite équipe, donc on n'a pas... peut-être qu'on pourra développer ça. Après, on propose aussi un autre moyen de s'exprimer pour les jeunes, qui est un concours de vidéos et d'affiches qui s'appelle le Prix Jeunesse pour l'égalité, qui vient de finir pour cette édition, qui les amène à nous faire des propositions, soit à dénoncer certaines inégalités, soit à nous faire des propositions. Cette année, c'était sur le thème « Si j'étais président ». Donc je vous ai ramené l'affiche qui est disponible dans la boîte à outils aussi. Donc l'idée, c'est au-delà de la prise de conscience, de proposer aux jeunes des moyens de participer à cette lutte, de s'engager dans la lutte contre les inégalités et d'éviter de s'enfermer dans un constat défaitiste ou culpabilisant sur l'état des inégalités en France, mais de les amener à dépasser tout ça, dépasser ce déterminisme qu'on peut voir par moment et d'aller un petit peu plus loin. Écoutez, moi en tout cas, je trouve ça absolument génial comme idée, cette extension du Monopoly. On a souvent un Monopoly chez soi, en tout cas, n'hésitez pas à en acheter un parce que c'est formidable le Monopoly comme jeu. Et l'extension donc du Monopoly, la boîte à outils, qu'on trouve où? On la trouve sur notre site internet inégalité.fr. La première édition est en rupture de stock, mais on en a relancé une, donc il y a un petit peu d'attente pour la recevoir chez vous. Et elle existe en deux formats. Le format simple coûte 55 € et le format scolaire, donc où il y a 5 exemplaires du Monopoly des inégalités pour pouvoir jouer en classe, jusqu'à 35 élèves, coûte 150 €. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'effectivement, on aura l'occasion de recevoir vite pour le distribuer. J'espère qu'on va terminer la partie. Mais bien sûr, Mickaël. Oui, l'âme d'un enfant. Il ne veut jamais cesser. Moi, je suis là pour gagner. Je me permets de redire qu'effectivement, il y a un côté très militant, un peu caricatural, mais c'est volontaire justement pour pouvoir échanger, pour pouvoir déclencher les discussions justement autour de ces inégalités qui sont encore très présentes dans notre société malheureusement. Merci Constance Meunier, chef de projet à l'Observatoire des inégalités, d'avoir été avec nous. Comme tous les vendredis, dans le grand JT, on donne la parole aux enfants, pas à Mickaël Dorian, non, aux autres enfants. Quelle est leur vision de l'amour? Noam, Léna et Ethan nous ont livré les leurs. Pour moi, l'amour, il y a 3 types d'amour. Il y a déjà l'amour en amitié, donc l'amour avec les amis, etc. L'amour des parents, et puis l'amour des enfants avec les parents, etc. Alors, pour commencer, on va faire l'amour avec des amitiés. Donc, l'amour avec des amitiés, c'est qu'on peut tous dire, on peut se confier avec les amis, donc bien sûr, il faut que ça soit des bons amis. Mais on peut tous dire, on peut se dire des secrets, voilà. Et puis aussi, on reste beaucoup de temps ensemble, voilà. Et puis l'amour des parents, ils se font beaucoup de bisous, etc. Et puis après, l'amour avec les enfants et les parents, du coup, les enfants, ils aiment bien faire des bisous aux parents, des câlins, leur dire je t'aime, etc. Ça représente quelqu'un qui s'aime, qui se disent des mots gentils, qui vont faire une sortie tous les deux, qui vont au cinéma, au restaurant, à la plage, mais que tous les deux. Et puis on s'en fiche si c'est un garçon contre un garçon, une fille contre une fille. L'important c'est qu'ils s'aiment. J'ai déjà eu un amoureux, il s'appelait Lucas, et ça a duré que quelques jours. Et c'était en maternelle. Je me vois avec un mari et un enfant et puis des animaux. Ça veut dire faire des câlins, des bisous, dire des compliments. J'en ai 2. Sacha et Mila. Non, j'en ai 3, pardon. Maya, Mila et Sacha. Il se passe que mon cœur, il va jusqu'à mon cerveau et sa pique, elle va
jusqu'aux mes pieds. En fait, je les trouve très belles. Et je trouve très belle leur voix. Ah là là, mais je craque. Mais je craque, c'est pas possible. Ah, il en a j'en ai 3. 2, non mais j'en ai 3, je sais plus. Et puis c'est que des bisous et des câlins. Et puis il y a cette petite fille qui nous dit, ouais, peu importe si c'est des garçons, des filles qui s'aiment, l'essentiel c'est de s'aimer, elle a tout compris. Ouais, ils sont tellement mignons. En fait, il n'y a rien de mieux que les regards d'enfants. Allez, tout de suite, c'est l'heure des souvenirs d'écoliers. Justement, on va parler avec Olivier Citruc. C'est Malika Ménard qui l'a reçu. Du coup, l'école de demain, pour vous, c'est quoi ? L'école de demain, c'est celle qui est... moi, je j'imagine pas les livres que sur les tablettes. Je pense que les enfants aient des livres, un livre vraiment, voilà. Mais donc le numérique, il aurait quelle place alors ? Comme ça fonctionne aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a un système qui s'appelle l'ENT, et où il y a nous, on a tous les devoirs, on a tous les devoirs, on a toutes les notes, on a tous les commentaires, on a tout. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil extrêmement pratique. Sauf qu'en fait, moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une tablette. Mais il faudrait équiper tout le monde de tablettes. Ça veut dire que je veux être sûr que tout le monde et que tous les parents d'élèves ils en aient. Voilà, donc ça, à l'école de demain, il faut s'assurer que tout le monde en ait une, quoi. Cette histoire de livre et de... Moi, j'ai toujours rêvé, ça vous a jamais fasciné, ces casiers dans les écoles américaines. Ce système, là où ils arrivent, ils ont toutes leurs affaires, ils les posent. Moi, ça m'a toujours... C'est un truc, je me dis, mais c'est tout con que chacun ait son casier. C'est vraiment un truc tout bête de mettre ses affaires là-dedans. Donc voilà, moi, à l'école du futur, il y a un casier pour tous les élèves. Voilà. Pareil, vous êtes le premier à insister dessus. C'est vrai. Ouais. Non, mais parce que les cartables ne sont pas possibles. C'est pas possible. On peut pas imposer ça. Pour le dos de l'enfant. Ouais, mais ouais. Oui, mais après, si on veut travailler chez soi et avoir... Mais justement, là où la tablette peut servir. Oui. Ok. Et ensuite... une tablette pour tout le monde. Tendre vers... les après-midi, comme vous le disiez. Tendre vers ce temps-là. C'est-à-dire tendre vers un temps qui soit pas un temps... Il y a un formidable bouquin qui s'appelle « On ne peut pas comprendre l'art l'utilité de l'inutile ». Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, on ne comprend pas l'art. Et bien, ça vaut aussi pour l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi, à l'école, faire des choses inutiles. C'est surtout pas faire que des choses où il faut apprendre. Il faut que tu saches ton cours de maths, il faut que tu saches ton cours d'histoire. Non, il faut aussi faire des choses qui ne servent à rien. Parce que c'est dans le fait de faire rien... Ça fait des journées plus longues, alors ça fait des après-midi. Non, ça fait des matinées et des après-midi. Et des après-midi qui durent 2-3 heures. Si on se concentre sur ce qui est inutile, parce que en fait, le type qui a inventé le téléphone ou le type qui a inventé l'électricité, c'est parti sur un... C'est pas parti... Il s'est pas dit, je vais inventer l'électricité. C'est un hasard total. Il faisait quelque chose d'autre qui était complètement inutile et tout d'un coup, en fait, il s'est rendu compte de quelque chose. Donc en fait, il faut faire très attention à l'inutile. D'accord. Pourquoi vous riez ? Parce que c'est rigolo. Vous ne trouvez pas ? C'est une phrase mignonne. C'est primordial. Oui, c'est vrai. Mais moi, ça me fait sourire. Alors, vous êtes l'ambassadeur de l'association Enfance et Partage. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi cette cause ? Je dirais que c'est eux qui m'ont choisi. Et je suis aussi ambassadeur de Gynécologie Sans Frontières, avec qui j'étais allé à Calais, justement. Parce que les femmes migrantes, c'est une problématique encore plus importante, entre guillemets, quand on est femme dans ce monde-là, dans ce parcours-là, dans cette fragilité-là. Ça consiste en quoi, le rôle d'ambassadeur ? Pour Enfance et Partage, j'étais parrain. J'ai essayé de motiver des actions qu'on a faites les unes derrière les autres, faire la promotion de l'association, passer du temps avec eux, comprendre, parler de l'association, etc. etc. Gynécologie Sans Frontières, j'ai essayé de me déplacer avec eux et de comprendre aussi comment ça fonctionnait et essayer de faire passer ce message-là. On peut pas... quand on intervient comme ça dans des associations, on ne peut que essayer de mettre en avant l'association, mais je travaille pas à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas d'enfants à l'intérieur. C'est plus de médiatiser l'association. Oui, complètement. En fait. C'est juste de faire de la publicité. On a fait, par exemple, pour Enfance et Partage, on a fait
énormément de portraits de plein de monde autour de l'enfance. Donc voilà, après des ventes et des choses comme ça. Voilà. Parfait, Olivier. Les gynécologistes sans frontières, on est parti avec France 3, donc en fait, ça, comme ça médiatise un peu. Et pas avec School TV. School TV, il ne faut pas y aller. Mais j'irai avec plaisir à School TV avec les migrants. Ou faire des maraudes, voilà. Oui, parce que c'est ce que vous faisiez juste avant de nous retrouver. Bon, c'est la fin de cette émission. Ah, tant pis. Merci Olivier d'avoir partagé avec nous vos souvenirs d'enfance et de scolarité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. À très bientôt sur School TV. Le meilleur de School, c'est dans le Zap. C'est maintenant. 60%, c'est le nombre de personnes qui trouvent un poste grâce à leur réseau. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pôle emploi. Une offre d'emploi sur 2 est invisible pour celles et ceux qui n'ont pas le bon contact. Arnaud Fima, vous avez fondé et cofondé d'ailleurs un début de réseau. L'orientation professionnelle, c'est un parcours du combattant aujourd'hui. Alors, effectivement, j'ai constaté à travers les jeunes qui sont la jeunesse en insertion, puisqu'un début de réseau s'adresse principalement aux jeunes qui sont dans des structures de type école de la deuxième chance, mission locale ou espace dynamique d'insertion, les EPID, enfin voilà. Ce sont les jeunes que je côtoie au quotidien. J'ai constaté qu'avec eux, c'est un parcours du combattant. C'est en fin de compte, c'est quoi l'insertion en France? C'est qu'à un moment, il y a eu une phase de décrochage, d'accord, où on n'a pas pu rester dans les parcours classiques. Et là, on est orienté vers tout un tas de systèmes qui sont en parallèle du système classique. Et c'est donc encore plus dur pour les jeunes en insertion d'avoir soit papa, soit maman qui puissent pistonner pour le stage de 3e, pour derrière le premier job. Les chiffres de Pôle emploi sont là. 6 postes sur 10 se trouvent par son réseau. Du coup, comment on fait? Voilà. Alors, j'ai constaté qu'effectivement, dans ces structures d'insertion, tout était vraiment fait pour remobiliser le jeune, le remotiver, le refaire monter en compétences, imaginer des projets. Donc vraiment, tout était fait sur la partie préparation à l'emploi. Mais il manquait, en fin de compte, de la même manière qu'il manque dans les écoles que j'ai pu faire. Il n'y a pas de cours sur développer son réseau. On n'apprend pas ça. Okay, je ne sais même pas si à HEC, il y a un cours sur développer son réseau ou comment entretenir son réseau. Voilà. Et je me suis dit, moi, trouvant mes clients, trouvant pas mal de contacts sur LinkedIn, je me suis dit, mais il manque le LinkedIn de l'insertion. Voilà. Et je me suis mis à imaginer un LinkedIn à 2 entrées. Donc d'un côté, les jeunes, et de l'autre côté, des bénévoles d'un jour pour partager un coup de pouce. Vous me disiez que même en primaire, en Suède, on a plusieurs professeurs et ils enseignent plusieurs matières. Est-ce que c'est vraiment un atout? Est-ce que tout à l'heure, effectivement, Mathilde parlait de bricolage, éventuellement de religion? Est-ce que c'est le type de cours qui sont encore enseignés quand on est plus jeune en Suède? Et qu'est-ce que ça apporte? Alors, nous parlons de quelle année là? Parce que, évidemment, moi je suis prof au lycée, mais chez les tout petits. Quand on est petit, on n'a pas de bricolage, vraiment. Ça fait l'art, peinture, musique, c'est intégré dans l'enseignement continuel. Mais au collège, par contre, on a une dizaine de jours, de semaines où on peut effectivement aller dans une autre profession et essayer de travailler comme cuisinier, au bricoleur, au pompier, au chef d'entreprise, ou aller à Ikea, et une sorte de pratique, c'est un stage, n'est-ce pas? D'accord. Ça, c'est tout cela. Mathilde. Moi, j'avais une question, alors toujours sur, parce qu'on parlait tout à l'heure du contrôle continu, il n'y a pas de bac en Suède. Comment ça se passe pour la sélection pour les études supérieures alors? Alors, pour les études supérieures, pour avoir accès à l'université, ce sont les notes qui comptent. D'accord. Ah. Et pour, par exemple, la faculté de médecine, il y a des notes qui sont évidemment très... Enfin, il faut avoir les meilleures notes sur tout ce qu'on a accompli pendant les années de lycée. Mais il y a aussi la possibilité de faire une sorte de test général créé par le ministère de l'Éducation et qui aussi peut aider à avoir accès à l'université s'il manque un certain nombre de points. On appelle ça l'épreuve des études supérieures. Ça se passe une fois par an. Et vous le disiez justement, ce réseau de VIP qui mettent leur carnet d'adresses à disposition de toutes et tous. Vous avez cité Cédrico, le secrétaire d'État au numérique. Et il y a aussi, par exemple, des membres de LinkedIn ou même des acteurs du marché du travail comme Alexandre Viros d'Adecco ou le podcasteur Grégory Pouy. Ils ouvrent vraiment ces carnets d'adresses, c'est un engagement, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire ?
pourquoi ne le ferait-il pas? Si jamais on est capable de tenir notre promesse de leur envoyer un ou une talent qui, même si elle n'entre pas exactement dans les cases parce qu'elle n'a pas exactement un profil linéaire, a dans les faits tout ce qu'il faut en matière de compétences, en matière de réflexion et de définition de son projet professionnel et donc d'envie, alors qu'est-ce qu'elle a à perdre? Et je pense que c'est la compréhension de finalement il n'y a rien à perdre et ça me demande très peu de temps et ça peut avoir un impact très fort sur une personne qui a fait l'effervescence qu'on a vue dans les premières journées de cet appel et qui est, j'espère, pas près de finir et qui aura un impact fort. Il y a aussi l'histoire du manga, c'est très intéressant. Il y a cette histoire, c'est le premier mangaka, c'est-à-dire le créateur auteur de manga, ouais. Auteur de manga, c'est Osamu Tezuka, qui en fait était médecin et, au moment d'Hiroshima. Et il gagnait sa vie, il était étudiant en médecine à l'époque et il gagnait sa vie en faisant des dessins et tout ça. Et puis il a commencé à raconter des histoires, il a écrit je ne sais plus combien de livres, mais par centaines, et il écrivait pour tous les âges, et son but, c'était toujours de montrer combien la guerre était horrible. Et, il y avait une vertu éducative, en somme. Toujours. Et ça a été inventé par un médecin. Absolument. Voilà. Mais comme vous le savez, dans l'histoire de la pédagogie, c'est très frappant, mais beaucoup de pédagogies innovantes ont plutôt été créées par soit des médecins, des psy... En tout cas, Montessori était médecin, Itard était médecin. Mais il y en a beaucoup parce qu'ils avaient affaire à des enfants qui avaient un problème, il fallait résoudre le problème. Korczak s'est occupé d'enfants également qui avaient des problèmes. Et il n'avait pas le choix, il fallait s'en occuper, alors on s'en occupait, on inventait. Est-ce que le métier de professeur est toujours aussi valorisé qu'il y a quelques années en Suède, en France? Je ne vous cache pas que c'est très très compliqué en ce moment pour le statut des professeurs. Est-ce que chez vous c'est toujours aussi valorisé? Ça a été une profession qui n'a pas été valorisée. C'est une profession qui, par rapport au salaire, a été pendant les longues années de très en bas, en dessous des autres professions ayant une formation académique aussi longue. Mais les dernières années, les salaires ont augmenté considérablement et je crois que de plus en plus, le statut de professeur, d'enseignant est de plus en plus respecté. Et je crois que la société se rend compte que notre rôle est très important, surtout dans une société tellement changeante comme la nôtre et comme dans le monde entier. Mais évidemment, il y a toujours un petit problème, et c'est de mobiliser les jeunes pour faire une carrière de prof. Là, il manque beaucoup d'enseignants. En fait, elles m'ont toutes surpris, et en fait, elles continuent à me surprendre tout le temps. C'est-à-dire que parce que là, nous, on a monté aussi une plateforme en parallèle des 3 films. Bonheuralécole.org, c'est ça? Le bonheuralécole. Le bonheuralécole.org. Qui permet justement de trouver des initiatives. Et puis, il y a des écoles qui nous envoient des initiatives qu'ils font eux-mêmes. Et en fait, on trouve des trucs formidables absolument partout. Mais en plus, j'en trouve à 1 kilomètre de chez moi. Vous habitez où alors? Non, par exemple, non, mais là, moi j'habite à Montreuil, et près du château de Vincennes qui est à côté, il y a 2 écoles. Il y a le collège de Crolly qui est public, qui est absolument formidable. Du nom d'Ovide de Crolly, qui était un des pionniers de l'éducation nouvelle. Voilà, mais qui est un peu public, quoi. Et puis il y a l'école Hub School 21 qui est aussi dans le bois de Vincennes, et donc voilà, enfin elles sont là, donc il n'y a pas besoin toujours d'aller chercher si loin. La décolonisation, c'est l'un des phénomènes historiques majeurs de la seconde moitié du XXe siècle. C'est un chapitre très conséquent, très complexe. Il faudrait bien plus qu'une année scolaire pour comprendre. La question va donc faire l'objet d'études de cas. Alors l'objectif, c'est de comprendre le processus d'émancipation de la tutelle et de l'occupation par un État étranger, puis les phénomènes de développement. Problème de développement. Programme complexe, études de cas, ça veut dire que les enseignants doivent choisir, on ne peut pas tout faire. Oui, ils vont choisir, il y a 3 cas qu'on peut étudier. Il y a l'Inde britannique, l'Algérie ou un pays de l'Afrique subsaharienne. Et ces territoires appartiennent aux différents temps de la grande vague de décolonisation amorcée juste après la Seconde Guerre mondiale. Ils vont donc étudier la remise en cause de la bipolarisation du monde par ces États et ils vont apprendre des dates importantes avec la conférence de Bandung en 1955. C'est ça qui proclame. Si vous m'aviez laissé le temps de répondre, Amal. Qui proclame l'existence d'un tiers-monde et donne naissance à l'afro-asiatisme, et la conférence de Belgrade en 1961, marquée par la volonté de non-alignement.
On va la continuer cette partie, mais hors caméra, parce qu'on n'a pas le temps, évidemment. Je veux redire tout simplement qu'il y a aussi ce petit livret qui est vachement intéressant, parce que quand on parlait de l'aspect caricatural, justement, il y a toutes les explications données, chiffrées, c'est ça, qui sont redites dedans pour comprendre qu'en fait, oui, on joue la caricature juste sur l'aspect faciès, mais en fait, on se base sur de vrais chiffres et de vraies données. Exactement. Bravo en tout cas, j'adore ce principe du Monopoly des inégalités, avec cette boîte à outils qui est une extension du Monop. Merci d'avoir été avec nous, Constance Monnier. Merci Mickaël Dorian. Merci. On se retrouve lundi. Ciao.